bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Ouverture ce matin des travaux de la 23e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération, coprésidée par le Premier ministre et son homologue tunisienne qui se sont entretenus auparavant. Nous vous parlerons aussi du forum économique algéro-tunisien qui s'est ouvert hier. L'UNESCO confirme la primauté de l'inscription du caftan par l'Algérie, un habit qui, selon le comité du patrimoine immatériel réuni en Inde, relève du patrimoine algérien. Une importante reconnaissance pour l'Algérie. Au Maroc, la misère frappe de plein fouet les familles entières. Nous écouterons dans ce journal de glaçants témoignages. Ils racontent leur combat au quotidien. Nous vous emmènerons en visite au Bastion 23 à Alger, un décor que des touristes venus d'Europe ont découvert, un des trésors les plus emblématiques de la capitale. Reportage dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Ont débuté aujourd'hui à Tunis les travaux de la 23e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération, dont l'objectif est de renforcer, d'approfondir les liens de coopération économique, commerciale et d'investissement entre les secteurs des affaires des deux pays. Une session coprésidée par le Premier ministre Sifir Rieb et par la chef du gouvernement tunisien, Sarah Zafrani. Avant le début des travaux, le Premier ministre a tenu des entretiens bilatéraux avec son homologue tunisienne. Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, a permis d'aborder différents sujets d'intérêt commun et de discuter des moyens de développer les relations bilatérales à tous les niveaux. Les deux parties ont aussi échangé sur des questions régionales et internationales. Toujours sous la coprésidence du Premier ministre et de son homologue tunisienne, les travaux du Forum économique algéro-tunisien se sont ouverts hier. Il s'agit de faire le point sur l'état de la coopération entre les deux pays. Alors, plusieurs secteurs ont fait l'objet de discussions, l'industrie, l'agroalimentaire ou encore l'automobile, avec la volonté d'avancer sur de nombreux projets, de mutualiser les expertises et de structurer davantage les initiatives communes, de quoi élever le partenariat économique à un plus haut niveau. Walid Banouis. Le Forum économique mixte algéro-tunisien constitue une opportunité pour les entreprises et les opérateurs économiques tunisiens et algériens d'examiner les multiples possibilités de partenariat, notamment à la faveur du niveau exceptionnel de la synergie et de la convergence des relations bilatérales. La tenue aujourd'hui de la nouvelle session du Forum économique algéro-tunisien constitue un rendez-vous essentiel pour évaluer ensemble les avancées et les progrès réalisés dans la coopération économique entre les deux pays depuis sa précédente édition tenue en Algérie. Cette rencontre offre également aux entreprises et aux hommes d'affaires des deux côtés d'examiner les nombreuses opportunités de partenariat bilatéral à la lumière du degré exceptionnel d'harmonie et de convergence atteint grâce aux orientations des dirigeants des deux États. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le président Kais Saïed, ont affirmé leur ferme volonté d'opérer un véritable saut qualitatif dans la coopération algéro-tunisienne. Nous avons veillé ensemble à ce que la tenue de ce forum coïncide avec la 23e session de la commission mixte algéro-tunisienne dans le souci de renforcer les relations économiques et de leur donner un nouvel élan conformément à la vision commune des dirigeants des deux pays. Le président de la République tunisienne, Kais Saïed, et son frère, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, attachent une grande importance au rôle du secteur privé dans la promotion de la croissance économique. Les relations bilatérales fraternelles entre Alger et Tunis, soutenues par l'excellence de leur coopération et la richesse du patrimoine partagé de leur peuple, constituent un fondement solide pour bâtir de nouveaux partenariats basés sur l'intérêt mutuel et le bénéfice réciproque. Le Forum économique illustre concrètement cette conviction en soutenant la dynamique des commissions spécialisées et en favorisant la création de passerelles diversifiées entre décideurs et acteurs concernés.
Nous pouvons ainsi bâtir un pôle industriel solide capable de générer de la richesse et des emplois tout en transférant savoir-faire et compétences au cœur de notre démarche de développement commune. J'invite tous les opérateurs algériens à investir en Tunisie car il existe de réelles opportunités. Nous aspirons également à augmenter le nombre de projets d'opérateurs tunisiens en Algérie et algériens en Tunisie, ainsi les investissements conjoints dans les deux pays. La Grande Commission algéro-tunisienne ouvre la voie à un partenariat durable fondé sur une vision claire établie par les deux chefs d'État afin d'élever le niveau de la coopération économique à travers la signature de nombreux accords dans des secteurs vitaux. Dans le cadre des festivités commémorant le 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 et dans la poursuite de l'opération de baptisation des structures et unités de l'armée nationale populaire au nom des Chouhada et des Moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, plusieurs unités à travers différentes régions militaires ont abrité hier des cérémonies de baptisation. Sami Derli. À cet effet, et au niveau de l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale, Sisam Alma, le général-major Mohamed Saleh Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a présidé la cérémonie de baptisation du siège de l'Institut au nom du Moudjahid colonel Khallafi Ramdan. En 4e région militaire, le général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire, a supervisé la cérémonie de baptisation de la compagnie régionale de sécurité routière de la gendarmerie nationale al-Rouat au nom du Shahid Ben Shahrab Boulanouar. Pour ce qui est de la 5e région militaire, le général-major Nordin Hambli, commandant de la 5e région militaire, a présidé les cérémonies de baptisation du centre de repos familial de Djidjel au nom du Shahid Gassama Hussein et du centre d'instruction de la gendarmerie nationale au nom du Moudjahid Ben Ziyadat Tahar. Dans le même contexte, le général-major Ali Sidan, commandant de la 1re région militaire, a présidé les cérémonies de baptisation du 51e régiment de transport mécanisé de Bourzoul au nom du Shahid Khalif Mohamed, du 12e régiment de transport de la 12e division d'infanterie mécanisée au nom du Shahid Saïdani Saad. Et la compagnie régionale de sécurité routière de Barwaguia au nom du Moudjahid Fergani Ahmed. Au niveau de la 6e région militaire, le général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire, a présidé la cérémonie de baptisation du 62e bataillon autonome de soutien logistique de Borj Badji Mokhtar au nom du Moudjahid Sidi Mohamed. En outre, le général-major Mohamed Tayyib Barakni, commandant de la 2e région militaire, a supervisé la cérémonie de baptisation du 22e établissement ministériel de réserve générale de l'intendance à Tiaret au nom du Shahid Giton Ali. Dans le même sillage, au niveau de la 3e région militaire, le général-major Foudil Nasreddin, commandant de la 3e région militaire, a présidé la cérémonie de baptisation de l'établissement régional de l'intendance de la gendarmerie nationale à Béchar au nom du Shahid Adrari Abdelkader. Enfin, et à l'établissement de réparation et de maintenance du matériel de Rouiba, relevant de la 1re région militaire, le général-major Redawi Touami, directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, a présidé la cérémonie de baptisation de cette unité au nom du Moudjahid L'Arbi Rachid. Ces cérémonies se sont déroulées en présence de cadres de l'ANP aux côtés des autorités civiles ainsi que des familles des Chouhada et des Moudjahidines, lesquels ont été honorés à cette occasion.
L'actualité, c'est aussi l'UNESCO qui confirme la primauté de l'inscription du caftan par l'Algérie. Le comité du patrimoine immatériel, réuni à New Delhi en Inde, a validé que cet habit traditionnel fait pleinement partie du patrimoine algérien. Le nom a même été élargi pour mieux refléter l'ensemble des pièces et des savoir-faire liés aux costumes féminins des cérémonies dans l'est du pays. Une importante reconnaissance. Amira Sefta. L'Algérie, forte de son histoire et de la richesse de son patrimoine culturel, inscrit aujourd'hui une nouvelle page dans la préservation de son identité. Face aux tentatives d'appropriation ou de déformation culturelle, une décision officielle de l'UNESCO vient apporter une clarification essentielle. Le caftan est reconnu comme une composante pleinement algérienne, transmise de génération en génération, par des artisanes dont le savoir-faire a résisté au temps et aux influences extérieures. Cette reconnaissance a été actée lors de la 20e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue à New Delhi. Les experts y ont confirmé l'antériorité historique de l'Algérie dans l'inscription de cet habit traditionnel tout en adoptant la dénomination complète suivante, le costume féminin festif du Grand Est algérien. Savoir et techniques liées à la confection et à l'ornementation de la gandora, de la mlaya, du kaftan, du qat et de la mlahfa. Je remercie l'ensemble de l'UNESCO pour ce choix clair qui s'inscrit dans une démarche de soutien aux communautés locales. J'ai pu mesurer l'immense fierté de ces communautés à la réaffirmation officielle de l'expression « Lebset al-Qaftan », désormais traduite en français et en anglais. La délégation algérienne a également rappelé que cette inscription vient s'ajouter à une série d'éléments déjà reconnus comme patrimoine immatériel de l'humanité. Le comité a d'ailleurs confirmé l'intégration du kaftan dans le dossier intitulé « Rituels et savoir-faire liés au costume nuptial tlemcénien », inscrit depuis 2012 sur la liste représentative, désormais enrichie par la mention officielle de Lebset al-Qaftan. Le communiqué du ministère de la Culture et des Arts a confirmé que l'Algérie a réussi à consolider la position du caftan algérien à l'échelle mondiale et tant qu'élément authentique de son patrimoine culturel auprès de l'UNESCO et lors des travaux de la 20e session de la Commission gouvernementale internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il a souligné que le caftan avait été inscrit depuis 2012 dans les dossiers nationaux, permettant à l'Algérie de réaliser aujourd'hui une nouvelle victoire, ajoutée au palmarès de sa diplomatie culturelle. Au Maroc, la misère frappe encore. Des familles entières vivent dans la rue, sans aucune ressource et avec ce sentiment d'abandon. Les témoignages sont terribles, plus aucun droit n'est respecté. Leur vie devient un véritable combat au quotidien. Anis Chir. Ces cris de colère et de désespoir n'ont pour réponse que le mépris et l'indifférence totale du Marzan. La politique de répression se poursuit en démolissant des quartiers entiers sans préavis et encore moins une politique de relogement. Les familles marocaines se retrouvent du jour au lendemain dans la rue, démunies et livrées à elles-mêmes. Ils sont venus détruire notre maison sans même nous prévenir la veille ou l'avant-veille. C'est de l'injustice. Ça fait plus de 20 ans qu'on loue ici. Ils nous ont expulsés de chez nous, sans compensation, sans rien. On n'a nulle part où aller. Ces images de démolition illustrent la politique désastreuse du Marzan, qui se traduit par des pratiques iniques, dépouillant le citoyen marocain de ses droits les plus fondamentaux. Ils veulent tout prendre, ils veulent s'approprier le pays. Ils détruisent en toute illégalité. Ils ne nous ont montré aucune décision de justice. Les forces de l'ordre, les militaires sont présents ici. Il est impensable qu'ils soient là sans décision officielle. En l'absence quasi totale de toute négociation équitable concernant les indemnisations et face à ce mépris, le citoyen marocain est dans l'impasse avec un avenir de plus en plus sombre. L'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que les pluies dans la bande de Gaza aggravaient les conditions humanitaires déjà catastrophiques auxquelles sont confrontées des centaines de milliers de personnes déplacées, en particulier dans les camps et les zones dépourvues de protection de base.
Un bébé de 8 mois a succombé à l'hypothermie alors que les températures chutaient brutalement dans le sud de l'enclave, où enfin les familles s'abritent dans des tentes fines et trempées par la pluie, offrant une protection minimale contre le froid. Revenons chez nous au pays où nous vous emmenons à présent en visite au Bastion 23 à Alger. Des touristes venus d'Europe ont été frappés par la beauté et la richesse du site, n'hésitant pas à partager leurs impressions tout au long de la visite. Un lieu qui offre un regard unique sur l'âme de la capitale. Maïssa Al-Bouhla, reportage. Et là, c'est des armoires. Toujours un trou. Baignée par une lumière singulière et ouverte sur l'horizon bleu de la Méditerranée, Alger offre à ses visiteurs un mélange rare de douceur, d'histoire et d'authenticité. C'est dans ce décor que des touristes venus d'Europe ont découvert l'un des trésors les plus emblématiques de la capitale, le palais des Raïs. Là, on est au palais des Raïs, qui a toute une histoire sur la marine algérienne et sa force navale. Là, c'est cette transition justement entre les deux rives de la Méditerranée, ces auteurs qui viennent d'ailleurs et qui nous réunissent par la mer, par cette beauté. On a eu une idée géniale, c'est de prendre le bus et de venir dans ce bâtiment qui est absolument splendide et où, en venant jusqu'ici, j'ai retrouvé l'Algérie dont j'avais fait connaissance il y a quelques années, Alger la Blanche. Et je suis enchantée. Érigé au XVIe siècle et soigneusement restauré, le Bastion 23 qui abrite aujourd'hui le Centre des Arts et de la Culture se dresse comme le témoin privilégié de l'époque ottomane. Pour les visiteurs, cette immersion n'est pas seulement une parenthèse culturelle, elle offre aussi un éclairage précieux sur l'histoire algérienne, marquée par les échanges maritimes et patrimoine culturel. Je m'aperçois que, en fait, j'aurais dû venir dans votre pays depuis des années pour découvrir tout. Comment dirais-je? Je suis presque ivre tant de choses que je vois. Ivre d'abord par l'art que vous me faites découvrir, les techniques, l'architecture et aussi le spirituel. C'est un spirituel doux et un spirituel profond. J'ai été extrêmement touchée et surprise, là aussi à deux titres, au titre de mon propre ressenti, qui a été un ressenti d'apaisement, de réconciliation, un ressenti identitaire en fait, où je peux dire que les deux rives de la Méditerranée se sont rejointes. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai eu un très très joli ressenti, c'est que mon mari, qui venait juste m'accompagner, a été séduit par cette ville, et donc c'est un hommage qu'il rend à Alger. Et on a été effectivement bien informés, bien accompagnés sur l'histoire d'Alger et de sa population. Voilà. En tout cas, le bilan est positif et j'ai été agréablement surpris et très séduit. Voilà. En quittant les lieux, les visiteurs laissent derrière eux un espace où la mémoire et la modernité s'entrelacent, offrant un éclairage unique sur l'âme d'Alger. Et si vous êtes à la recherche d'une activité ludique qui incite à la création, qui vous permet de vous vider un peu la tête, sachez qu'il existe de nombreux ateliers de poterie dans la capitale. Des espaces où l'on vient découvrir la matière, façonner ses propres pièces et retrouver un peu de calme au milieu du rythme de la ville. Un reportage de Maïcha Bot. Ici, la poterie, ce n'est pas seulement un savoir-faire, c'est une expérience, une parenthèse, presque un petit refuge, au cœur de la ville. Je fais ces ateliers pour transmettre plusieurs choses. Par exemple, il y a le travail de groupe, c'est le partage. Ça fait aussi le loisir, ça fait une sortie, ça fait une activité. Dès l'entrée, l'ambiance donne le temps. Aucune pression, simplement l'envie d'essayer. On touche, on façonne, parfois on se trempe, souvent on sourit. Et c'est justement ce qui fait tout le charme du lieu. J'ai beaucoup aimé l'atelier, en fait, ça fait beaucoup travailler la créativité et j'avoue que comme on est beaucoup sur les réseaux, sur les écrans et tout, on a du mal à faire travailler notre créativité. Donc se recentrer sur la terre et essayer de créer un modèle, c'est vrai que ça aide beaucoup à sortir des écrans, etc. Le studio propose des ateliers ouverts à tous, débutants, curieux, passionnés de loisirs, créatifs ou encore ceux qui cherchent une activité différente pour souffler un peu.
Ici, chacun apprend à son rythme. On découvre la matière, on teste les formes, on suit les conseils ou on improvise complètement. C'est aussi ce qui rend chaque création unique. Ça change, on n'est pas sur les téléphones, c'est manuel, j'ai pas l'habitude de faire des choses manuelles. Donc ouais, ça déstresse, on pense pas, je sais même pas quelle heure il est, je suis sur autre chose. Je serais capable de revenir pour pouvoir améliorer quelque chose d'un peu plus beau que ça. Et faire quelque chose de plus élaboré. Chacun vient y chercher un moment à soi, détente, créativité ou simplement l'envie de tenter quelque chose de nouveau. Ce qui revient le plus dans les témoignages, c'est ce sentiment de calme et la fierté de repartir avec un objet façonné de ses propres mains. Notre matière première, c'est la poterie, c'est l'argile. Alors l'argile, c'est une matière naturelle. Quand on pratique de l'argile, c'est comme si on allait à la plage, qu'on allait à la forêt, donc on est face à un matériau naturel. Donc les gens, quand ils arrivent, que ce soit des grands, des petits, en manipulant cette matière, je trouve qu'ils prennent de l'énergie positive. Donc ça fait que du bien. Un atelier, une pause et parfois la naissance d'une nouvelle passion. Comme quoi, il suffit parfois de toucher la terre pour transformer quelque chose et qui sait, peut-être aussi pour se transformer un peu soi-même. Notre page sportive à présent avec la Coupe arabe qui se déroule à Doha au Qatar et cette fin de parcours pour la Palestine qui a été battue par l'Arabie Saoudite 2-1. Les Palestiniens auront en tout cas marqué les esprits dans ce tournoi en se qualifiant pour les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, au détriment de la Tunisie et du Qatar, pourtant annoncés parmi les favoris de cette édition. C'est aujourd'hui à partir de 18h30 que les Verts affronteront les Émiratis. Le pays tout entier retient son souffle. Un quart de finale de cette Coupe arabe a en jeu. Les Verts sont en tout cas bien déterminés à ouvrir les portes des demi-finales. Ramzi Hamdi. Les protégés de Bouguera partent certes favoris, mais il faudra déjà bien récupérer et rester focus sur l'objectif qui est de passer ce quart de finale malgré la fatigue des enchaînements des matchs. On va se concentrer sur la récupération parce que voilà, il faut de l'énergie pour la Harara. Donc bien étudier l'équipe des Émirats, bien se préparer sur ce match-là, faire le bon choix des joueurs parce qu'il y a des petites blessures, il y a des fatigues, donc il y a plein de choses à gérer. Chaque match va être de plus en plus dur, l'intensité et la qualité de jeu va être plus dure. Et aujourd'hui, on a su élever notre niveau pour se mettre à l'abri déjà et à gagner ce match et pour prendre confiance pour le prochain match. Inch'Allah. On garde toujours beaucoup d'humilité, mais on va jouer ce match à 2000% Inch'Allah pour gagner, pour continuer notre aventure. Ça, c'est une certitude. L'Algérie qui a démontré que l'axe central n'est plus son talent d'Achille, surtout avec le nouveau soldat Abada qui a à lui seul annihilé les nombreuses occasions irakiennes. Une défense qui a d'ailleurs concédé qu'un seul petit but. Un milieu de terrain étoffé avec Benzia Draoui et la sentinelle Victor Al-Khel qui auront la lourde tâche d'être le catalyseur dans l'entrejeu, mais surtout abreuver l'attaque de très bons ballons en profondeur. Justement, le trio magique composé des 3 B, Boulbina, Berken, Brahimi, aspire à porter l'attaque algérienne qui reste l'une des meilleures de ce tournoi avec 7 buts inscrits. Enfin, ce 12e homme qui n'a de cesse porter l'équipe poussera pour que le rêve de 2e trophée de suite continue encore et encore. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur Canal Algérie qui, rappelons-le encore une fois, débutera à 18h30. Et pour ce qui est du reste du programme, la Jordanie et l'Irak s'affronteront à 15h30 pour une place en demi-finale. Nous refermons les pages de ce journal avec ces belles images des joueurs de la sélection nationale qui ont accueilli El Hadja Zoubida, âgé de 95 ans et qui n'a absolument pas hésité à se rendre à Doha pour encourager les Verts à quelques heures de ce quart de finale. Bel après-midi, à ce soir pour le 19h.